Il faut la continuité des débats qui ont existé en 2019. On a eu la Commission nationale de la réforme des institutions qui a fait des propositions, mais qui sont encore restées depuis 5 ans à l'état de proposition. Il me semble qu'il faut renforcer les institutions pour les rendre beaucoup plus démocratiques, mais il faut aussi restaurer ce lien de confiance. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a une rupture de confiance, mais on a encore besoin que les citoyens puissent avoir confiance aux institutions. Quand nous parlons d'institutions, on parle des institutions administratives dans sa généralité, mais également des institutions judiciaires, qu'il y ait ce lien de confiance, ce lien d'acceptation, mais également ce lien d'adhésion à ces institutions, mais que ces institutions soient au service des populations pour lesquelles elles ont été créées. Ça, c'est un premier aspect. Lorsqu'on évoque la question de la réforme des institutions, il y a effectivement la question de fond liée au principe de la séparation des pouvoirs. Généralement, ce principe est apprécié à l'aune du pouvoir judiciaire, mais ce principe pourrait également être apprécié à l'aune du pouvoir législatif dans un contexte de fait majoritaire, même si au Sénégal, les dernières élections législatives ont montré que le fait majoritaire a relativement, effectivement, reculé parce qu'on a presque frôlé la cohabitation dans cette 14e législature. Donc, du point de vue du renforcement de la séparation des pouvoirs, du point de vue également même du mode de désignation des représentants du peuple. Comment nos représentants sont désignés? C'est les partis politiques qui nous proposent des élus. Et ces élus, souvent, sont, vont plus respecter, en tout cas, ce que la réalité a toujours décelé, les consignes des partis politiques que les aspirations des populations. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la réforme constitutionnelle de 2016 a pu ajouter une fonction intéressante au Parlement, c'est la fonction d'évaluation des politiques publiques. Je ne suis pas en train de faire le bilan, mais si on faisait le bilan des politiques publiques évaluées par le Parlement, on n'aura pas beaucoup de politiques publiques, ou en tout cas des évaluations rendues publiques. Les citoyens n'ont pas des informations précises sur les politiques publiques évaluées. Et lorsqu'on doit évaluer une politique publique, et on devient souvent juge et partie. Juge et partie, pourquoi? Parce que la personne qu'on évalue est camarade de parti ou camarade de coalition de parti. Il y a des questions de fond comme ça qu'il faudrait, à mon avis, essayer de trouver un juste milieu. Et le juste milieu, c'est quoi? C'est de dire comment le mode de désignation de nos représentants ne doit pas être tributaire que des partis politiques, mais également peut-être des sortes de primaires ou encore quelqu'un ou des personnes reconnues dans leur localité. Mais généralement, on parachute des responsables nationaux dans les localités pour dire qu'ils vont diriger des listes, soit des listes une liste départementale, et une fois que la liste passe, il devient de facto le représentant de ce département-là, même s'il n'a pas un ancrage social ou un ancrage sociologique dans ce département-là. Et cela crée souvent un fossé entre le peuple et son représentant, où le représentant, le peuple ne voit pas le représentant. On voit le représentant qu'à travers le petit écran ou par week-end dans des visites inopinées, surtout à la veille d'élection. C'est cette triste réalité de ce rapport gouvernant-gouverné, représentant-représenté, qu'il me semble important de questionner et sans entrer dans le fond du débat sur la question du mandat représentatif ou du mandat impératif, etc. Mais par contre, il faut au moins ce lien qui doit exister entre le peuple et celui qui le représente. Et pour mieux représenter une personne, il faudrait qu'on puisse aspirer, avoir les mêmes aspirations. On ne peut pas gouverner si on ne partage pas les sentiments, les aspirations, le subconscient, tout ce que le vécu et tout ce que les populations ressentent. Ce qui fait que souvent, il y a, à mon avis, souvent une différence entre ceux qui nous représentent et ceux qui sont représentés parce qu'ils ne partagent pas souvent les mêmes espaces. Ils partagent les espaces que à la veille des élections. Le parrainage en est une parfaite illustration. Tous ceux qui récoltent des parrainages aujourd'hui sont obligés de se rendre dans les familles, de se rendre en tout cas, même s'ils n'y vont pas directement, indirectement, ils y envoient des émissaires. Pourquoi? Parce que c'est la guerre des chiffres. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un besoin de réforme des institutions, un besoin de renforcer ce lien qui existe entre le citoyen
et les institutions, ce besoin qui existe de renforcer ce lien entre l'administration à qui on reproche souvent un manque de diligence, entre l'administration et les administrés, un besoin encore de restaurer ce climat de confiance entre les citoyens et ces différentes institutions, et nous mettons institutions au pluriel avec tout ce que cela comporte comme signification. Il faut qu'on renégocie la question de la redevabilité et du contrat social. Vous demandez le suffrage des Sénégalais et vous dites, si je suis élu, je m'engage à adopter une partie des conclusions des assises nationales. Et une partie des conclusions des assises nationales était la question de la la commission de réforme des institutions. Alors, il faudrait qu'on arrive à dire aux candidats à la présidentielle, les engagements que vous prenez, vous allez les consigner. Acte écrit signé, je m'engage à faire ceci. Et là, le peuple va monitorer, c'est-à-dire on va vous évaluer sur la base des engagements pris avant d'être élu. On n'en est pas encore à la campagne électorale au moment de discuter les programmes. Mais j'ai vu qu'il y avait des initiatives très intéressantes. Consistant en quoi? Consistant à auditionner les candidats en fonction des thématiques. On a auditionné des candidats sur la question des mines et des énergies. On a auditionné des candidats sur la question des droits des femmes, des candidats sur la question de la démocratie, c'est-à-dire le respect de l'état de droit, les libertés, la justice, etc. Et beaucoup de candidats sont passés pour décliner leur programme. Mais malheureusement, en déclinant les programmes, après ce programme-là, on va dire, on va verser ce programme dans un cadre beaucoup plus macro. Un exemple concret, le président de la République, Macky Sall, en 2012, il avait un projet qu'il avait appelé Yonou Yokote. Et il a vendu ce projet au peuple. Une fois élu, quelques années après, avec la coalition de la majorité, sa coalition, ils ont dit maintenant, on va vers un cadre beaucoup plus macro qui est le PSE, le plan Sénégal émergent. Ça veut dire que le contrat, je suis en train de démontrer, c'est que, en fait, on nous vend un produit X, après on nous présente un produit Y, même si le produit Y est plus amélioré, il faudrait que le contrat qui nous avait lié dès le départ en disant voici le changement que je veux faire, soit quelque chose de réel. Mais un aspect beaucoup plus social ou beaucoup plus sociologique à prendre en considération. Dans notre pays, on est plus enclin à démettre un candidat, un président, que vraiment le véritable débat d'idées sur le programme, qu'est-ce qu'il va faire pour les femmes, qu'est-ce qu'il va faire pour les enfants, qu'est-ce qu'il va faire dans le domaine de la santé, qu'est-ce qu'il va faire dans le domaine de l'éducation. Généralement, on pose rarement ce genre de questions. À mon avis, ce qu'il faudrait, c'est qu'on doit acter la négociation. Maintenant, l'acte, il faut qu'il y ait des régulateurs. Cette dynamique d'audition des candidats est très intéressante, mais au-delà de la dynamique d'auditionner les candidats à la présidentielle, il me semble que c'est opportun qu'on puisse dire, vous vous êtes engagé pour, par exemple, la valorisation des droits des femmes, avoir des programmes de lutte contre les violences basées sur le genre, que ça ne soit pas que des programmes sectoriels de quelques organisations, etc. Tout cela, vous prenez un engagement solennel, vous dites, une fois élu, je le ferai. Maintenant, les gens vont monitorer à partir de ça, avec ce qu'on voit, les groupes de pression. Vous avez pris des engagements pour le secteur agricole. Le débat, il est encore actuel sur la question du prix de l'arachide, etc. Vous avez pris un engagement, on est dans la campagne des 6 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, sur la protection des victimes, etc. Voilà, on est à 2 ans de à la suite de votre élection, quel bilan vous en faites, etc. Qu'on soit. Mais bref, il faudra peut-être ça aussi renforcer l'éveil des consciences et le contrôle citoyen. Parce que tant que le contrôle citoyen n'est pas poussé, le gouvernant n'aura pas beaucoup de rendez-vous avec le citoyen. Il a un rendez-vous avec le citoyen que par l'expression du suffrage. Or, le contrôle citoyen doit être par l'expression du suffrage, ça c'est un premier élément, le vote, mais également par le suivi des différentes politiques publiques. Et cela doit être aussi facilité par les acteurs, aussi bien les acteurs non étatiques que par des citoyens lambda qui sont conscients du niveau d'engagement, mais également de leur implication, de leur participation dans la vie de la communauté.
Recommandation première, je lui dirais modification du code de la sécurité sociale pour la question de la pension de réversion. Parce que les femmes fonctionnaires qui décèdent, le veuf et les ayants droit n'ont pas de pension. Ça, c'est une revendication que les femmes avaient posée sur la table du Premier ministre et qui reste encore à l'étape de revendication. Il y a un vieux débat sur la question de la puissance paternelle et de l'autorité parentale. Ça, c'est aussi un aspect fondamental sur lequel il faudrait qu'on discute et qu'on trouve la meilleure formulation pour améliorer les droits des femmes. L'autre aspect, c'est la question des ressources. Des ressources. Les femmes occupent plus le secteur informel. Mais comment renforcer l'accès démocratique aux ressources? Que ce soit les ressources financières, les ressources économiques dans leur globalité. Et ce sont trois recommandations. Et quatrième et dernière recommandation, c'est la prise en compte des violences basées sur le genre dans notre communauté. Que l'État n'en fait pas une affaire d'État. C'est vrai, il y a la direction de la famille et des groupes vulnérables qui essayent de faire de son mieux. On n'a pas dit que l'État n'a rien fait, mais nous allons dire l'État peut mieux faire. Au prochain président de la République, nous disons, Monsieur le Président de la République, il faut avoir un programme national de lutte contre les violences basées sur le genre. Et que la violence ne fait pas partie de notre culture et de nos droits, doit être bannie dans nos communautés. Maintenant, le comment, le processus, qu'est-ce qu'il faudrait faire, ces techniciens lui diront, mais la demande solennelle et formelle, c'est que les chiffres sont alarmants. Il ne faudrait pas qu'on reste là où nous en sommes avec la prise en charge. Nous devons dépasser l'étape de prise en charge. Car relaté par la presse, relayé par les sites, dénoncé devant la justice, mise en cause, condamné, il purge sa peine, il ressort. Ça, c'est la prise en charge judiciaire. Il faut qu'on dépasse cette étape-là pour aller vers une étape de prévention, de sensibilisation, d'accompagnement et même de réhabilitation des victimes de violence. Ça, ce sont des recommandations quand même très, très fortes. L'autre aspect, c'est la question de la participation décisive des femmes dans les instances de prise de décision. On a la loi sur la parité qui permet aux fonctions électives, mais par contre, la question des fonctions nominatives, alors le Sénégal n'est pas le meilleur élève. Cela aussi, le prochain président doit réfléchir, doit prendre des mesures au-delà de la réflexion, nommer beaucoup plus de femmes. Mais par contre, dans aussi l'accès, surtout les femmes rurales, les programmes, on avait de bonnes politiques publiques, mais souvent on gagne 4 pas en avant et puis on refait 6 pas en arrière. Les politiques d'alphabétisation, surtout l'alphabétisation fonctionnelle, qui étaient très, très intéressantes et qui avaient permis à beaucoup de femmes de changer en tout cas leur quotidien. Ces programmes, ces genres d'initiatives ne doivent pas être abandonnés, plutôt doivent être repensés, surtout à l'aune de l'intelligence artificielle, à l'aune des télécommunications. Il y a énormément de choses que les jeunes peuvent faire et ça peut régler plusieurs questions, l'employabilité des jeunes, le renforcement du pouvoir économique, etc. On a une intelligence collective qui, à mon avis, n'est pas toujours exploitée pour changer les conditions de vie. L'État a essayé de faire des infrastructures, mais il faudrait repenser surtout ces dernières années, nous avons été rattrapés par l'histoire de COVID-19. L'année universitaire est loin d'être stable. Et on vit actuellement la fermeture de nos universités depuis 6 mois. Et cela n'encourage pas. Il faut une régularisation de l'année universitaire. Parce que les enseignements de qualité, pour qu'on ait un enseignement de qualité, il faut qu'on puisse respecter les quantums horaires statutaires. Et sans respect des quantums horaires statutaires, etc. L'autre aspect qui me semble être une question de fond, c'est l'orientation. Et ça ne commence pas avec l'enseignement supérieur. Ça doit commencer depuis les collèges et les lycées. C'est l'orientation dans les filières, non seulement dans les filières, je ne suis pas en train de dire plus valorisantes, mais dans des filières plus techniques qui permettront aux jeunes, une fois formés dans nos universités, d'être opérationnels, de faire moins de l'enseignement général. C'est vrai, l'enseignement général est utile, mais il faudra qu'on puisse équilibrer entre l'enseignement général et l'enseignement technique. Ça, c'est aussi un aspect important. Les universités manquent d'infrastructures. Ça, c'est une réalité, que ce soit l'UQAD, l'UADB, l'UGB, les infrastructures que nous avons ne sont pas suffisantes au regard des effectifs qui nous sont chaque année envoyés.
par le ministère de l'Enseignement supérieur, ce qui fait que il y a une certaine promiscuité, surtout dans une ville qui n'est pas grande comme la ville de Bambay. Et même si vous avez le campus pédagogique qui peut faire des efforts pour faire des cohortes, par exemple dans l'IFR où je suis, on fait un système de cohortes. Une cohorte A qui vient le matin et une cohorte B qui vient l'après-midi, mais pas avec le même enseignant. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on donne la chance à tout le monde d'être assis et dans des meilleures conditions de travail. Ça, c'est un dédoublement que les enseignants ont accepté de faire au nom effectivement d'un enseignement de qualité, ce qui est salutaire. Par contre, même si vous avez ça, c'est le cadre, le campus social n'a pas cette capacité d'accueil-là. Nos étudiants sont obligés d'aller trouver des maisons dans la ville et souvent, c'est à la charge des parents et des familles et tout le monde n'a pas le même niveau de revenu. Ça crée de facto une certaine inéquité sociale et pas dans les meilleures conditions de travail. On a beaucoup généralisé l'enseignement supérieur, ça c'est très bien. Par contre, il nous faut réfléchir à des innovations, à des mécanismes, ça c'est le prochain président. Comment réformer l'enseignement supérieur de telle sorte qu'elle restera démocratique, c'est-à-dire que tout le monde peut accéder à l'enseignement supérieur, mais en ayant également des innovations qui permettront à ces jeunes qui seront formés de trouver un peu, parce que en fait, il y a un lien étroit entre l'employabilité, le marché du travail et la formation. Si nos formations ne permettent pas de donner tout de suite à notre étudiant un emploi, cela aussi n'est pas toujours en faveur d'une meilleure absorption de nos produits. Nos universités publiques aussi, il faut le dire, forment de très bons produits. Aujourd'hui, vous sillonnez toute l'administration sénégalaise, vous trouvez, que ce soit dans le privé ou dans le public, ce n'est pas de la publicité que je fais, vous allez trouver de très bons produits formés dans nos universités. Ça veut dire que si on fait un petit effort de renforcer aussi bien les moyens humains, les moyens matériels, les infrastructures et l'accès équitable à cet enseignement-là, cela permettra justement de repositionner les universités publiques sénégalaises il y a des classements qui se font chaque année, mais quoi qu'on dise, l'UCAD reste encore toujours dans cette liste des meilleures universités en Afrique noire francophone. Maintenant, comment tirer les autres universités publiques? Ça, c'est aussi un challenge, un grand défi. Le secteur de la santé est prioritaire. Pourquoi c'est prioritaire? Tout le monde n'a pas accès à des IPM, à des systèmes d'assurance, etc. Et généralement, notre système de santé ne permet pas toujours de répondre aux besoins de nos communautés et le droit à la santé est un droit primordial. Priorité numéro 1, c'est la santé. Il faut qu'on se penche sur la question de la santé. Avoir une carte sanitaire beaucoup plus fournie, un plateau médical un peu plus relevé, mais aussi ce rapport entre le patient et les soignants, que ce soit médecins, infirmiers, etc. Il y a eu beaucoup de cas ces dernières années, mais cela, ce n'est que justement une des conséquences des défaillances de notre système de santé. Il me semble que priorité numéro 1, c'est curieux que des juristes disent que la priorité, c'est la santé. Deuxièmement, c'est l'éducation. L'éducation, parce qu'on a différents types d'écoles. Parce que l'offre éducative que nous avons, quand même, le public est là, il y a plusieurs privés qui sont là, un système d'enseignement arabo-islamique, un système d'enseignement laïque. Il me semble que c'est important d'harmoniser, une harmonisation des besoins. Et quelle est l'offre éducative que nous proposons? Par exemple, il y a beaucoup de tout ce débat autour des dara, autour des talibés, etc., n'est pas à déconnecter avec la question de l'offre éducative. Le parent qui habite, moi je parle de Bambay, qui habite un peu à côté, dans cette région de Djourbel, ancrée quelque part dans d'autres formes de tradition et dans la région, qui va dire, mon choix éducationnel, c'est le dara. Alors, le Serigne Dara n'est pas formé. L'État doit lui offrir également une possibilité s'il veut bien. On me dira, on a les franco-arabes publics, on me dira, on a ceci, on a cela. On avait les assises nationales de l'éducation. Ce n'est pas une façon de reprendre les assises nationales, mais de revoir comment on peut avoir une offre éducationnelle. La troisième priorité, c'est la justice. On a beaucoup parlé de judiciarisation de la politique ou de politisation de la justice ces dernières semaines ou ces dernières années.
il me semble que la justice aussi, nous devons restaurer Dame Justice son blason. Comment restaurer à Dame Justice son blason? Je ne suis pas en train de dire qu'elle a perdu son blason, mais quand même, elle a besoin de se réhabiller avec ce rapport également de confiance, qui n'est pas tributaire seulement du contexte, hein, parce que le Sénégalais lambda, son rapport avec la justice n'est pas un rapport simple. Parce que du coup, il y a une représentation. D'ailleurs, lorsqu'on veut dire que vous êtes quelqu'un de bien dans la société, on va dire, vous n'êtes jamais allé à la police n'est jamais venue chez vous. Ça veut dire que notre rapport avec la justice n'est pas un rapport simple. Mais il me semble que la troisième priorité doit être également axée sur la justice. L'autre aspect, c'est les femmes et les enfants. Il faut le secteur social. Comment les femmes et les enfants, et surtout les couches vulnérables, la question de l'égalité des chances, de l'égalité des droits, ça également, ça doit être une priorité. Et enfin, une des priorités qui n'est pas moindre, c'est la question des ressources naturelles. La question des ressources naturelles. On a beaucoup parlé de gouvernance du secteur minier, et souvent je taquine mes collègues qui travaillent sur ça, je leur dis, bon, les ressources minières ne sont pas encore exploitées, et vous dites gouvernance. Alors, pour gouverner, il nous faut voir un peu qu'on nous dise, etc. Bref, c'est pour dire que les ressources naturelles, y compris le foncier, qui est très problématique dans notre pays. Le foncier, le gaz, le pétrole, le zircon, tout ce, le phosphate, tout ce qu'on a comme ressources, les ressources forestières en voie de disparition. La question des ressources naturelles également doit être une question prioritaire. Bref, voilà 5 domaines donc, qui me semblent être des domaines prioritaires en tant que citoyenne sénégalaise tout court. Si j'ai un mot à dire au prochain président, je dirais les Sénégalais ont besoin de se soigner et d'un système de santé de qualité, ce qui les éviterait peut-être de faire les évacuations sanitaires au Maroc, en France, etc. Regardez, les Marocains sont formés dans notre faculté de médecine et nous évacuons, nous, des personnes au Maroc. Cela veut dire quoi? Ça, c'est aussi problématique. Donc, les Sénégalais ont besoin d'un système de santé. Monsieur le prochain président, le système de santé, il faut le faire. Il faut refaire le blason de Dame Justice. Il faut aider également au système éducatif. Il faut revoir la question des droits des femmes et des enfants. Et enfin, la question des ressources naturelles.